Et c'est toi qui as pris le discours de... Ah non, Pas du tout. Antoine Rigaud. Je ne le savais pas. Tu m'as pas piqué le discours d'Antoine Rigaud. On est hyper en avance. Il est quelle heure? Il est 20, 22, 23. Ouais, un peu de temps. D'habitude, tu es à l'heure ou tu... Ah, moi, Toi, j'essaie toujours d'être super à à l'heure. l'heure? Ouais. Ah non, Ouais. parce que c'est le temps. Moi aussi, je suis plutôt à l'heure ou 5 minutes en avance. Ouais, moi j'aime pas être en retard en fait. Mais je connais plein de gens qui aiment bien. Ah oui, ouais. Bien. Oui, c'est vrai. Ça dépend. Non, Ah, c'est sûr que c'est dur. Alors, je pense que le diagnostic, il y a dû avoir un nombre de personnes qui a dû augmenter parce que on a fait faire chez Decné on s'est fait assister pour faire avancer la RSE. Et j'ai proposé à tous les salariés qu'ils aillent sur le site d'Entrepreneurs d'Avenir pour justement Ah oui, pour pour essayer Ah le oui, diagnostic. Ouais. Voilà, puis voilà, donc vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez, faites-vous la main là-dessus. Et je sais qu'il y en a pas Il y en mal a qui pas ont mal, été. oui, moi j'ai vu au moins, en tout cas de façon identifiée, il y a 5-6 personnes techniques. Ouais, qui l'ont fait. sur 10 qui étaient dans le premier groupe, et après les autres, ils vont y passer maintenant. Donc, ouais. Toi, tu l'as fait? Je l'ai fait ce matin. D'accord. Alors, tu Je as l'ai combien? pas. Entre 76. Ah oui, oui. Je sais que la moyenne était à 58. Mais moi, je l'ai fait, Je l'ai fait, alors je l'ai fait de après- manière dure, c'est-à-dire que Moi, ça je dépend me suis des plutôt trucs. noté vache, et moi je suis arrivé à 58, 59, un truc comme ça. Alors après, moi, le truc qui a été compliqué, mais je ne l'ai pas refait, en fait, c'est que Le résultat des gens, c'est ça. je l'ai fait tantôt groupe, tantôt société. Super. Tu vois? Bah, c'est parfait ça. Ok, merci beaucoup. Et toi, tu arrives à 76 pour Ouais, mais si tu veux, il y a des trucs que j'ai noté groupe et des trucs que j'ai noté société. Je trouve ça énorme, 76. Ah bon? Peut-être, je l'ai fait très vite parce que j'avais promis à Philippe que j'allais le faire et que ce week-end je voulais le faire tranquillement et j'avais pas d'accès internet. Donc ce matin je me suis dit faut que je le fasse. Non, moi je l'ai fait, Peut-être mais que j'ai c'est sans trop. doute. 76, c'est vachement bien. Ouais, mais je pense que c'est comme tous les systèmes d'auto-éval, ça dépend vraiment avec quel logiciel. Oui, oui. Je sais qu'au début, on avait mis le 100%, c'était parfait, responsable exemplaire. et innovant. Innovant, Et voilà. les gens m'ont dit, oula, attends, moi je pense qu'on a bien avancé sur ce thème-là. Mais on n'est pas innovant. Est-ce qu'on est vraiment innovant? Et Je ne sais pas. C'est pour ça. Les Moi j'ai gens dû se mettre Ouais. 1,4. Mais après, si tu prends tout le groupe Danone, honnêtement, il y a plein de trucs super Ah ben innovants non, mais qui sont pas, j'en doute tu pas. vois, sur l'engagement. Tu vois, par exemple, sur la couverture sociale pour tous, dans tous les pays du monde, il y a une couverture sociale. Au Bangladesh, les salariés de Danone, ils ont une couverture sociale. C'est des trucs, c'est juste, là je l'ai mis en, tu vois, en 4. L'exemplaire. Enfin, tu vois, et t'as quand même beaucoup de choses comme ça qui sont faites par beaucoup depuis des années, qui sont des vrais trucs innovants. Donc après, c'est pour ça que je me suis dit après, j'aurais dû noter Non, mais c'est bien. la société, tu vois, parce qu'effectivement, si tu notes chaque entité, Ça n'a rien de choquant que Tu Danone vois. qui innove depuis des décennies, les 75. voilà. 75%. Après, là où on était moins bon, c'est sur, La fin. L'engagement sociétal. tu vois, le soutien, alors par exemple typique, celui-là, tu vois, si je me mets s'engager dans la vivacité, vers le soutien au monde associatif et aux ONG, si je raisonne que moi, tu vois, C'est pas terrible. Et si c'est tu pas as un terrible. groupe, Si c'est je super. raisonne un groupe, tu vois ce qui est fait avec Danone Communities, les mille et une fontaines, tout ce qui est fait, ben, du coup c'est super innovant. Tu vois, donc là je me suis dit, bah, je mets quelle note, donc tu vois, je me... Ouais, enfin, Voilà, après, après, ceci étant, ce qui est intéressant, c'est que Mais si ce tu qui le est fais pour intéressant. toi, tu peux te dire Voilà, qu'est-ce et que je peux je me fais, dire, du coup, qu'est-ce que je fais, moi? comment éventuellement je peux m'inscrire dans une initiative Exactement. groupe ou comment je peux créer ma propre initiative. Exactement. Tu vois, l'emploi
l'association, oui. Moi, en tant qu'individu, non. Alors, Mylène nous a Bordelais. menti parce qu'elle m'a dit Bordeaux. la salle est blindée, mais Ah oui. là, Pourquoi vous connaissez c'est Les pas gens sont blindé en là. retard. Jacques Tassi. Jacques Tassi. Parce que Mylène nous a menti. Parce qu'elle a Je vous entendais parler une tout réservation à l'heure. dingue sur cette conférence. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas rempli la salle. Hein. Attention. Ça, faut dire, c'est J'ai la fait fin des de la petits- journée aussi. Hein. Donc, il y a des créneaux comme ça. Et tu veux un Kleenex? Demain, alors je sais pas comment c'est fait, mais pour arriver à suivre quelque chose, c'est pas évident. Parce que ça, c'est toujours d'actualité, ce papier. Un groupe travaille de 9h à 12h30. Je crois que je vais me laisser parce que je vais tout mouiller là. Ça vous embête de me laisser? Ça te paraît pas trop long que les invités Non, non, moi, ça me non, pas. pas choquant. Ok, ça va. Non, non. Surtout, surtout dans un groupe plus confidentiel. Ouais, d'accord. On serait dans l'hémicycle, peut-être. Je sais pas. Tu veux, je fais le service. Super. Ça me donne Bon. ton max parce que je ne sais pas très bien. Merci beaucoup. Oui, moi je suis. Plus doué que moi. C'est proprement. Bon, parce qu'on fait 2 minutes. Encore 3 minutes. Merci. C'est pour mes futures bêtises. Tu veux que je me pousse un peu? C'est très bien. Ça va? Alors, il y a plein de gens là, mais ils s'inscrivent pas dur. On peut faire des contenus et c'est- Oui, Ouais, je trouve, on est bien, hein. c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est une des plus belles salles, hein, non, je trouve. Ouais, c'est vrai. Bonjour. Moi qui suis du Nord, je lis toujours. On apprécie quand même les choses Bonjour. appréciables de Paris. C'est vrai. Si. Allô? Oui, il marche. Il faut vérifier si le micro marche, puisqu'ils veulent qu'on se serve des micros. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On démarre? Hein? Un confrère au premier rang. Concurrence. Il y a une loi qui mesure l'efficacité de la communication. Bien, je crois qu'on va démarrer. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici pour cet atelier qui a pour thème comment développer une politique sociale responsable et innovante. Je m'appelle Philippe Béon, je suis responsable d'un cabinet de conseil en management et RH qui s'appelle Avec les autres et je suis aussi expert au sein d'Entrepreneurs d'avenir. Je vais vous proposer tout d'abord de planter le décor de cet atelier qui a paradoxalement, qui démarre à l'instant et qui a déjà une histoire ancienne puisqu'il y a
je dirais 2 ans environ, j'ai rencontré Jacques Huybrecht et nous avons partagé ensemble le constat suivant. La RSE se résume souvent en 3 P, People, Planet, Profit. Et le P de People est trop souvent un peu la variable d'ajustement. D'un côté, on dit on aimerait bien mettre l'homme au cœur du projet. Dans les faits, les politiques sociales sont plus souvent court-termistes, mises insuffisamment sur la confiance, mises insuffisamment, de mon point de vue, sur la créativité collective. De sorte qu'on s'est réunis, on a décidé de créer un groupe de travail avec des entrepreneurs, des patrons d'entreprise. Georges, que je présenterai plus tard, tout à l'heure, en faisait partie. Des patrons d'associations, des experts comme Vigéo, Euraseo PME. Et on a travaillé pendant à peu près 1 an pour définir ce qu'était à nos yeux, donc c'est une vision d'entrepreneur, une politique sociale responsable et innovante, ce qui a abouti au diagnostic social d'avenir. Le diagnostic social d'avenir qui est en ligne sur le site d'Entrepreneurs d'avenir permet finalement à tout entrepreneur qui souhaite faire un point sur sa politique sociale de s'auto-évaluer au travers de 4 grands domaines qui sont le projet et la gouvernance, le management et le sens, le développement des ressources humaines et l'engagement sociétal, au travers d'une 50aine de questions, et de faire le point sur où il en est de ces pratiques sociales. Faire le point sur ce qui va bien et sur les marges de progrès. Alors, le but, l'objectif de cet atelier aujourd'hui, c'est d'être un nouveau jalon sur ce chemin-là et de nous aider, dans le cadre d'un Parlement des solutions, à se poser la question du comment mettre en place ou pérenniser une politique sociale, quelles sont les conditions de réussite, y a-t-il des freins ou des problématiques qu'il faut lever. Et avec nos invités que je vous présenterai dans quelques secondes, nous allons essayer de répondre à ces différentes questions. Je pense que l'objectif de cet atelier sera atteint si tous on peut repartir avec quelques nouvelles perspectives, quelques ouvertures, quelques idées nouvelles sur la façon dont, là où vous êtes, vous pouvez développer ou pérenniser une politique sociale. Alors j'en viens à la présentation des invités. Donc, tout d'abord, Delphine Dupuis. Delphine, tu es DRH de Danone Produits Frais depuis 2012. Tu as eu de nombreuses responsabilités au sein du groupe Danone. Auparavant, tu as été aussi DRH de PepsiCo. PepsiCo, bien connu pour sa politique de bien-être au travail. Et d'ailleurs, tu as reçu 3 années consécutives, je crois, l'award des Great Place to Work, pardon. Delphine, tu nous apporteras le témoignage donc d'un groupe qui, depuis des décennies, a su montrer que, y compris pour un grand groupe coté du CAC 40, c'est possible de mettre en place une politique sociale responsable et innovante. J'ai donc Georges Fontaine, qui est président du conseil de surveillance du groupe Tecné. Tecné, donc, qui est une entreprise industrielle spécialisée dans l'étanchéité mécanique, les joints. Et les joints, non, rassurez-vous, hein, pas de mauvaise pensée. Donc, l'étanchéité mécanique, et Georges, en créant son entreprise, s'est dit comment créer une entreprise qui rende les salariés heureux. Et ce qui est plus original, c'est qu'il l'a fait. Donc, je crois qu'on pourra questionner Georges sur la façon, le modèle économique et social qu'il a mis en place pour impliquer l'ensemble des parties prenantes. Et puis enfin, Luc, je t'accueille à la fois comme président-directeur général d'une belle entreprise d'études marketing qui s'appelle Stratégir, et puis aussi comme président d'un mouvement associatif qui s'appelle des entreprises humaines. Luc a particulièrement innové en matière de rétribution et puis aussi de recherche du juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle pour ses salariés. Donc Luc nous apportera à la fois son expérience et puis aussi peut-être des idées qui sont développées au sein de ton mouvement associatif. Donc quelques règles, une règle simple pour faire en sorte que ce soit vraiment un Parlement des solutions et que cet atelier phosphore le plus possible. Chacun d'entre nous, toute personne qui interviendra s'oblige à faire des interventions extrêmement brèves de quelques minutes pour qu'à l'issue de pour favoriser, je dirais, le foisonnement des idées et des solutions. Je vous propose donc d'entamer ce débat avec une demi-heure de questions-réponses avec nos 3 invités.
sachant qu'on va essayer de travailler sur tout d'abord les conditions de réussite en phase de lancement, ensuite les difficultés que l'on peut rencontrer, la façon qu'ont eu chacun d'entre eux de les lever, et enfin la question de la mesure, et ensuite, bien entendu, vous aurez la parole. Alors peut-être une première question à Delphine. Dans un grand groupe comme Danone, où on imagine bien l'effet taille, où on imagine à la fois aussi forcément les demandes fortes de l'actionnaire, comment fait-on pour réussir systématiquement ces projets sociaux? Est-ce qu'il y a un modus operandi spécifique? Quelles sont finalement les conditions de réussite dans les phases de lancement de tes projets? Alors, bonjour à tous. Merci d'être ici avec nous. Alors, bien sûr, quand on est dans un grand groupe coté en bourse, on a une pression court terme qui est forte, mais elle est forte, je dirais, pour toutes les entreprises. Et vous qui êtes des entrepreneurs, vous avez aussi, dans le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui, économique difficile, on a cette pression du marché, cette pression court terme. Donc, on voit bien que pour se développer une politique sociale qui soit innovante, il faut qu'on bascule sur une conviction et sur un projet qui soit un projet long terme. Et ça part généralement d'une conviction d'un patron. Ça a été le cas et c'est toujours le cas chez Danone, puisque depuis 40 ans, on vit avec un projet qu'on nomme le double projet économique et social, et qui a été lancé de façon assez précurseur par Antoine Riboud. Et je vous encourage à lire le discours de Marseille d'Antoine Riboud en 1972. Il a véritablement inventé la RSE. C'est aux assises du CNPF à l'époque. Et juste pour vous donner une phrase, donc je vais mettre mes lunettes quand je lis. Il disait « Conduisons nos entreprises autant avec le cœur qu'avec la tête. Et n'oublions pas que si les ressources d'énergie de la Terre sont limitées, celles de l'homme sont infinies s'il se sent motivé. » Et donc ce double projet, il vit toujours au sein du groupe. Et Franck Riboud, qui dirige le groupe aujourd'hui, et qui est donc le fils d'Antoine, dit le double projet, c'est le sang qui coule dans nos veines. Vous ne pouvez pas avoir de résultats économiques sans progrès sociaux et vice-versa. Les uns ne s'opposent pas aux autres, c'est le cadre dans lequel évolue Danone. Donc cette conviction, c'est vraiment que la création de valeur long terme, elle s'appuie sur le capital humain et sur le respect de l'environnement. Donc on a vraiment cette conviction-là. Alors comment ça s'opère ? Ça veut dire qu'il y a sans arrêt une interdépendance entre l'économique et le social, et que finalement c'est aussi dans la manière de faire, parce que forcément avec l'économique on traverse des périodes plus ou moins difficiles, mais que c'est surtout dans la manière de faire que ça s'opère. Donc ça se traduit par déjà un temps passé dans le dialogue social qui est très important. Je crois que mon équipe ressources humaines, elle passe 30 à 40% de son temps à dialoguer avec les partenaires sociaux. Ça veut dire aussi laisser beaucoup d'initiatives aux salariés, et puis en amont de tous les changements, essayer de co-construire avec nos salariés. Donc on a pour ça développé en fait un outil qu'on appelle des études de faisabilité humaine. Donc on a co-construit avec un cabinet qui s'appelle Empreinte Humaine, qui permet en fait de détecter en amont de chaque changement, de chaque gros changement en fait, que ce soit un changement technique, un changement d'organisation, l'impact potentiel humain que ce projet va avoir sur les salariés. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir quelles sont les craintes, quelles sont les attentes, les inquiétudes, mais les idées aussi des salariés. Donc on va impliquer dans ces études à la fois le management, la direction le top management, la direction du projet, le CHSCT, et également le service médical. Et on va conduire un certain nombre d'interviews auprès des parties prenantes du projet, alors que ce soit des opérateurs, le comité de direction, toutes les personnes qui potentiellement peuvent être touchées de près ou de loin dans ces projets. On va les interroger avec des questions très ouvertes, très simples,
en leur demandant, à votre avis, quels vont être les impacts positifs du projet, quels vont être les impacts négatifs, en quoi ça risque de toucher votre fatigue, votre santé, quels sont les impacts que ça va avoir sur les relations que vous avez avec vos collègues, quels sont les conseils aussi que vous pourriez donner sur le projet. Et fort de ces interviews qui restent confidentielles de façon nominative, on en fait une restitution globale, hein, qui est restituée alors aux salariés qui ont répondu, hein, c'est quand même les premières personnes à qui on doit la restitution, au top management qui dirige le département ou l'entreprise, hein, ça peut être, c'est le comité de direction souvent réclame aussi de voir la restitution, et puis au CHSCT du site sur lequel est fait les enquêtes. Et ça permet derrière de prendre en amont de tout projet, de tout changement, le facteur humain en compte. Et c'est là où on voit vraiment qu'il y a cette interdépendance, voilà, entre... donc, comme pour répondre à ta question, comment on fait? On fait avec un projet long terme, une vraie conviction, et puis des moyens mis en œuvre et qui vivent au quotidien. Peut-être une petite question additionnelle. Ça veut dire que combien de temps, finalement, combien de temps durent ces études de faisabilité et combien de temps à l'avance tu anticipes sur un gros projet de changement? Finalement, la phase d'étude de faisabilité, c'est combien? 6 mois avant, 1 an avant? Alors, non, c'est plus court. C'est plus court, 3 mois. Mais ça dépend après de la taille du projet. D'accord. Donc, je pourrais revenir après sur un exemple, mais ça peut être, selon les cas, de 1 mois minimum à effectivement 3-4 mois selon les projets. Oui. Avec la question autour de la consultation des partenaires sociaux aussi, j'imagine. Enfin, exactement, ouais. Okay. Qui se fait en parallèle. Bien, donc peut-être aussi toujours sur le thème des conditions de réussite en phase de démarrage, une question pour Georges Fontaine. Georges, pour mettre en place un nouveau modèle économique et social dans l'entreprise qui implique les parties prenantes, quelle a été finalement... Quelles ont été les premières phases de lancement de ton projet? Comment cela s'est passé? Est-ce qu'il y a une condition de réussite particulière qui te semble importante à souligner pour les participants de cet atelier? Bonsoir. Tout d'abord, je vais faire le lien avec Antoine Riboud, qui était aussi lyonnais comme moi. Les Lyonnais sont connus pour leur humanisme lyonnais. C'est peut-être un signe. Hein, l'humanisme, on pourrait en parler longtemps, qui est un humanisme laïque. Point commun. En ce qui me concerne, je suis un tout petit peu plus jeune qu'Antoine, qui est mort maintenant en 2002. Donc ça fait, voilà. Je suis passé par le CJD, j'ai eu un père syndicaliste et j'avais un peu plus de 20 ans, je triche en 68. Donc vous mettez tout ça dans un sac, vous secouez, et donc j'ai eu envie simplement de faire une entreprise différente. En effet, comme tu le dis Philippe, si on se tutoie tous, c'est parce qu'on se connaît bien, puisqu'on a travaillé déjà ensemble. Hein. Voilà, il fallait une entreprise pour le bonheur des hommes. Alors ça a paru utopique au départ. D'ailleurs, j'étais un petit peu remarqué, pour ne pas dire critiqué, par les autres petits patrons locaux qui m'ont dit ton truc, ça marche parce que vous êtes 5. D'accord. Après, quand on est passé à 50, tu vois, ça marche encore, mais tu vas voir. Bon, maintenant on est 350, ça marche toujours. Voilà, donc l'idée, c'était que les gens soient bien dans leur peau. C'est tellement important le travail, et d'autant plus à cette époque, on faisait plutôt 45 heures. C'est d'autant important qu'il faut qu'on se sente bien. Alors on se sente bien comment? Le premier point, c'est la liberté. Hein, si on marque ça en gros sur nos frontons de mairie, c'est pas un hasard. La liberté, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête à l'entrée de l'usine. Ce qui malheureusement était le cas et elle est encore dans cette situation. Donc la liberté, c'est bien sûr la liberté de temps. On sera peut-être amené à en parler rapidement. Pour moi, c'est aberrant d'avoir une pointeuse. On en parlera si vous voulez. La liberté, c'est la liberté de mouvement. Et puis c'est la liberté de penser. Donc le respect des autres, tout simplement. Hein, ça s'arrête là. Hein. Donc voilà, le premier point, c'était celui-ci. Le deuxième point, qui était important pour moi, c'est que j'ai toujours pensé que l'entreprise était un lieu favorable pour faire grandir l'homme. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Il y a l'école, il y a la famille, il y a d'autres lieux, mais l'entreprise reste un point important où l'on peut transmettre aux autres l'envie de grandir.
et soi-même grandir en fonction des autres. Donc aussi le respect des autres, beaucoup de formation, beaucoup d'informations. Et en fait, je dirais que j'ai fait un peu de la RSE bien avant la date, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, le mot n'existait pas, on n'en était même pas encore arrivé à l'environnement durable. Et c'est seulement plus tard que je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que tu as fait? Il faudrait peut-être que tu mettes ça un peu des idées en ordre, et que j'ai eu le plaisir de rencontrer d'autres personnes qui sont autour de cette table. Voilà, donc j'ai mis la charrue avant les bœufs. Puis on verra après dans le détail, en fonction de vos désirs, qu'est-ce qu'on a fait. À moins que tu veux que j'en parle rapidement tout de suite, non. Voilà, tout à fait. Donc Luc, toi tu as innové particulièrement en matière de rémunération et je voulais savoir finalement, au démarrage de ton projet, quand on parle de la rétribution et de la rémunération des salariés, comment fait-on pour démarrer un tel projet qui est quand même sur un sujet extrêmement sensible Alors moi, je ne suis pas un humaniste de Lyonnais, je suis un Bordelais et je suis un chouïa plus jeune qu'Antoine et Georges. Mais j'ai créé ma boîte assez jeune, je sortais de l'école en l'occurrence, j'avais 23 balais, et j'avais une ou deux convictions. La première, c'est qu'il y a un cercle vertueux entre la satisfaction interne et la satisfaction externe, ce qui est très très proche de ce qu'a dit Georges juste avant, c'est-à-dire qu'en gros, des gens qui bossent bien et qui s'éclatent, eh ben, ils travaillent bien, donc ça donne des clients satisfaits, qui donnent des gens qui sont contents, et il y a un cercle qui s'installe. Pardon. Une autre manière de le dire, qui peut être un peu plus provocatrice, c'est que n'importe quel crétin de chef d'entreprise sait qu'il faut satisfaire ses clients. Et par contre, on devrait tous être convaincus en tant que chef d'entreprise que d'abord, on devrait satisfaire nos salariés et que c'est peut-être le moyen le plus efficace, in fine, pour satisfaire nos clients. Ça, c'est vraiment une conviction que j'ai et que la plupart des membres de l'association que j'ai le plaisir de présider, qui s'appelle donc Entreprise Humaine, c'est une conviction qui globalement est assez partagée. Juste un mot d'ailleurs sur cette association. On se réunit dans les antennes où on est présent, dans les villes où on est présent, sous forme de groupes, des groupes de réflexion opérationnelle, où on se retrouve tous les mois et demi, pour partager des convictions de dirigeants qui ont des valeurs assez proches de celles d'entrepreneurs d'avenir. Je pense qu'on aurait du mal à faire la distinction, pour partager sur la manière dont on dirige nos boîtes, comment est-ce qu'on peut s'inspirer pour essayer de trouver des idées concrètes. Philippe disait trouver 2 ou 3 idées dans une réunion de ce type-là. Moi, je dis, si on part avec une seule, mais que cette idée, on la met en œuvre, les 2 heures qu'on a investies, on a gagné. Donc, pour reprendre ta question par rapport à la rémunération, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on a eu la volonté de revoir notre politique de rémunération pour être vraiment cohérent avec l'idée de, ça veut dire quoi, mettre l'homme au centre d'une politique de rémunération dans une PME. Et on s'est dit que le meilleur moyen, c'était de partager vraiment les fruits de la croissance. C'est-à-dire que quand il y a des résultats collectifs qui ont permis de produire du résultat, le meilleur moyen, c'est de le partager vraiment avec les salariés. Donc on a travaillé avec les représentants du personnel, et en l'occurrence, on a accouché d'un contrat d'intéressement qui a quelques caractéristiques un peu spécifiques. Alors c'est juste pour décrire que dans le process, il y avait une volonté, ça s'inscrivait sur une volonté qui était comment nourrir, comment alimenter ce cercle de la satisfaction. Et peut-être également un élément en amont, c'est, je crois que l'important, c'est pas ce qu'on fait. On peut vendre des yaourts, on peut vendre des études marketing ou des Airbus. Je crois que ce qui est important, c'est la façon dont on le fait. Et ce que je mets derrière la façon dont on le fait, c'est d'une part le fait de bien faire le boulot qu'on fait. Ça peut être des joints, ça peut être des études marketing, en l'occurrence pour nous. Mais je me rends compte que si j'explique à mes gamins le soir en rentrant que ce que je fais, c'est aider à vendre un peu plus de shampoing ou de yaourt et comment je m'y prends pour aider mes clients, ça ne va pas forcément les passionner. Donc le fait de le faire avec la volonté réellement de faire un travail bien fait, c'est un premier pilier. Et le deuxième pilier, c'est le faire vivre dans des valeurs. Ça, par contre, ça peut être un peu plus intéressant. Et ce cercle vertueux de la satisfaction, pour moi, il s'inscrit dans ces valeurs. Et donc, ce contrat d'intéressement, ce qu'on a fait, ça a été de se dire, on va partager une part importante du résultat d'exploitation. On est à un seuil qui est de l'ordre, les bonnes années, c'est de l'ordre de 35 à 40% du résultat d'exploitation qui est partagé avec les salariés. Et ce qui a été assez original, c'est qu'à un moment, on s'est posé la question, OK, on va partager une part importante de ce résultat, mais sous quelle modalité? Et en fait, on a fait un référendum dans la boîte et on a proposé une modalité
en accord avec les représentants du personnel, d'illustrer l'idée. Chacun contribue d'une part en fonction de ses compétences, qui sont censées être mesurées à travers le salaire, mais chacun pousse également avec son énergie. C'est-à-dire qu'une assistante peut mettre autant de motivation et d'énergie qu'un directeur, un technicien, un cadre, un informaticien, etc. Donc on a proposé un mode de partage de la rémunération collective en disant moitié au prorata du salaire, c'est-à-dire pour les compétences, moitié au prorata des effectifs. Ce qui conduit donc à avoir un contrat d'intéressement qui est beaucoup plus favorable pour les bas salaires que pour les hauts salaires. En gros, une très bonne année, chez nous, les bas salaires ont un peu plus de 2 mois et demi à 3 mois d'intéressement, alors que c'est plutôt de l'ordre de 1 mois et demi pour les salaires les plus élevés. Et ce référendum avait été voté à hauteur de 70%. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de salaires, de hauts salaires, enfin en tout cas de salaires au-dessus de la médiane, qui avaient voté. Donc depuis, ce système est en place. Donc c'est cet élément-là qu'on considère comme un peu spécifique, d'une part par le niveau, parce qu'on est dans un univers où les contrats d'intéressement sont plutôt inférieurs à 5% du REX, donc à 35%, on estime qu'on est cohérent avec le fait que cette politique de rémunération s'inscrive dans une volonté de satisfaction, mais également dans les modalités. Okay. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est l'idée non pas de donner de la rémunération, mais de construire un système avec les salariés. Et je pense que c'est ça qui fait que les salariés ensuite ont une satisfaction plus forte par rapport au système que tu as mis en place. Georges, tout à l'heure, tu parlais de liberté. Comment on gère le temps dans une entreprise quand on veut libérer les initiatives? Et tu m'as dit que tu avais eu quelques problèmes avec la pointeuse. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la gestion du temps chez Tecné? Bon, j'ai surtout eu des problèmes avec la pointeuse lorsque je travaillais dans un groupe américain précédent, où en effet j'ai vu toute la stupidité du rôle de la pointeuse quand elle est mal utilisée. Je ne suis pas systématiquement contre la pointeuse, je suis quand c'est mal utilisé, et où ça permet toutes sortes d'abus, de trucs bizarres. Donc je suis complètement opposé en ce qui me concerne à la pointeuse. Pourquoi? Tout simplement, en 81 déjà, on commençait déjà à avoir quelques écrans, non pas d'informatique mais de calculateurs qu'on les appelait. Et aujourd'hui c'est encore pire, je ne sais pas vous, mais moi quand j'ai quelqu'un là dans le bureau d'études, ce qui s'appelle maintenant je crois chargé de département, qui a le nez collé sur son immense écran, parce qu'ils ont moi je ne sais pas du tout s'il travaille, s'il pense à sa petite copine ou son petit copain, ou au match de football Lyon-Saint-Étienne. Excusez-moi de ramener ça à Lyon, ça pourrait être Bordeaux-Paris-Saint-Germain. Hein, mais bon. Ça, je ne sais pas. Moi, je ne suis jamais arrivé à faire la différence. Donc, payer les gens à l'heure, ça m'a toujours paru une aberration. Il faut payer de ce qui sort de nos têtes. À l'extrême dans les ateliers, bon, il y a des machines, il y a des compteurs. Oh, c'est un petit peu plus facile. Et encore. Est-ce qu'on tient compte des non-conformités? Est-ce qu'on tient compte des pièces pas forcément aussi belles qu'elles devraient être, etc. Bon. Donc pour moi, l'heure n'a jamais eu de sens. Donc en effet, pas de pointeuse. Alors oui, la petite anecdote, on en a parlé avec Philippe, régulièrement, c'est-à-dire en 30 ans, puisque maintenant c'est ma fille qui a pris la relève, donc je ne suis plus dans l'opérationnel, en 30 ans, j'ai eu au moins 2 fois une pression forte pour mettre une pointeuse. Parce qu'il y en a qui voulaient absolument une pointeuse. Donc je tenais bon, jusqu'au moment où je leur disais, bon écoutez, on va en louer une, parce qu'on n'est pas sûr, puis ça coûte trop cher de l'acheter, alors on va la louer. Et en général, ça durait 15 jours, 3 semaines, et les premiers qui me demandaient la pointeuse, disaient, oh, finalement, c'est peut-être pas vraiment nécessaire. Bah oui, parce que la pointeuse, elle servait surtout à enquiquiner le petit voisin, qui en fait moins que soi, c'est bien connu, qui gagne plus et qui en fait moins. Voilà, donc nous, on n'a pas de pointeuse. C'est une anecdote. Puis la dernière anecdote, c'est que la dernière fois, on a trouvé le moyen de repeindre le mur. Du coup, le peintre a peint tout autour. On a enlevé la pointeuse. Donc maintenant, il reste un beau carré. Ce qui me permet que quand on fait les circuits d'intégration avec tous les petits nouveaux qui rentrent, je leur dis, voilà, ça, c'est la pointeuse. Ça les amuse. Et on s'en tient là. Non, pour moi, enfin, plaisanterie mise à part, la liberté est tellement importante pour nous tous. La preuve, c'est que dès qu'on fait mal, on nous met en prison. Donc la liberté est tellement importante que la prendre aux autres par des règlements, par des réglementations, des rôles de petits chefs, pour moi, ça a toujours été insupportable, c'est vrai. Et l'exemple prouve que finalement, ça marche. Merci, Georges. Oui, je voulais revenir aux études de faisabilité que tu fais, Delphine. Est-ce qu'il y a eu certaines fois, dans certains cas, tu as été amené à freiner un projet
qui faisait, dans lequel l'étude de faisabilité faisait ressortir des peurs, des craintes. Est-ce que dans certains cas, on peut mettre le pied sur le frein pour prendre en compte l'implication des salariés et la nature véritable du projet? Alors oui, ça arrive assez souvent en fait qu'on prenne ce temps de faire ces études de faisabilité. Alors je vous ai apporté 2 petits pots de yaourt pour vous parler d'un projet qui est pas un petit projet, qui était un projet qui a occupé notre entreprise Danone Produits Frais pendant 18 mois, qui était de passer d'un pot de yaourt classique que vous connaissez tous à un nouveau pot rond. Voilà, alors ça peut paraître peu de choses. C'est derrière, en fait, 18 mois de travail. On a changé 20 lignes de production, donc près de 50% de nos lignes, dans 4 usines, 4 de nos 5 usines. Donc d'un point de vue technique, c'était un projet colossal, hein, parce que certaines, on a carrément changé sur les plus anciennes lignes l'ensemble de la ligne, et puis d'autres, c'est un bout de la ligne qui fabrique, parce que voilà, quand on fabrique des yaourts, on commence par fabriquer le pot en début de ligne, et puis après on le remplit. On a profité aussi pour changer des recettes, changer des étiquettes, donc un projet industriel vraiment extrêmement impliquant, et ça avec une contrainte de temps qui était de dire on va refaire ça en 18 mois. Ce qui équivaut, alors on va le voir, mais à un rythme industriel extrêmement fort. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Bah oui, on a commencé par ces fameuses études de faisabilité humaine. Donc on est allé dans chaque usine, on a fait ces études, ces interviews, et puis on l'a fait aussi auprès du groupe projet qui était pluridisciplinaire qu'on avait constitué. Et ça, ça a pris beaucoup de temps. Oui, ça a pris plusieurs mois de dire on va passer du temps, et on a recueilli beaucoup d'inquiétudes. Alors des inquiétudes très concrètes, hein, la nouvelle ligne, ça va nous faire plus de déplacements, ça va être plus automatique, donc il va y avoir plus de pannes qu'on ne sait pas forcément résoudre. On va changer des choses quand même très importantes, donc toutes les procédures vont changer. Donc est-ce qu'on va être capable il y a des gens qui étaient depuis 20 ans sur la même ligne, sur la même machine. Donc est-ce qu'on va être capable de faire? Alors on sentait bien, il y avait de l'optimisme aussi, en disant ça va être plus moderne, on va peut-être être plus responsable de notre ligne, mais avec quand même beaucoup de craintes. Mais ce temps, on a vraiment pris le temps des interviews, des restitutions, du travail avec les CHSCT et les équipes projet de chaque usine. Et derrière, suite aux restitutions de toutes ces études, on a décidé de plans d'action très concrets, alors qui, pareil, ont pris du temps. Hein. On a, par exemple, emmené donc, la première usine qui a changé, c'est notre usine qui est dans le Gers, à Villecontal. On a emmené les salariés, les opérateurs et les gens de la maintenance qui allaient changer concrètement de ligne. On les a emmenés chez notre fabricant de machines. Où ils avaient des prototypes pour étudier les machines, les voir, et du coup, tout de suite, la peur, elle diminue parce qu'on voit concrètement comment va être la machine. Et du coup, après, avec ces gens-là, on a co-construit, la plantation des lignes. Donc, c'est eux qui ont dit, voilà, il faudrait du coup la mettre un peu plus à gauche, un peu à droite, comme ça. Et on a co-construit avec les salariés aussi toutes les procédures et le plan de formation. Donc ça a pris plus de temps que ce que tu décrivais, Georges, d'être derrière un écran et de dire voilà, on va faire la formation et on va décider qu'on va former. Et là, on a eu un véritable engagement de la part des ouvriers. Et ce qu'on a fait, donc Villecontal a commencé ses premières productions. Et du coup, on a fait venir les gens, les salariés de l'usine de Lyon, qui étaient les deuxièmes à initier le changement. Et ils sont venus à Villecontal pour voir comment ça marchait. Et pareil, et on a fait ça avec nos 4 usines. Donc à chaque fois, et pour la plupart, il y a des salariés qui travaillent depuis des années et des années chez Danone, ils n'avaient jamais visité une autre usine. Donc en plus, il y a eu une véritable motivation, un véritable engagement et des conversations qui sont faites, qui sont produites avec un échange de compétences, qui ont fait que,
on a tenu les délais, donc avec un rythme parfois de plusieurs changements de lignes par semaine pour tenir toutes les lignes ont démarré le jour dit, ce qui est quand même sur 20 lignes de production. Il n'y a eu aucun accident du travail avec arrêt sur le projet, lié au projet pendant ce temps-là. On n'a pas eu de rupture. Et puis, on a des très bonnes ventes, donc ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est encore mieux. Et surtout, ça a permis en fait de convaincre ceux qui ne l'étaient pas encore de l'importance de cette démarche d'étude de faisabilité humaine en amont et de toute la vertu que ça pouvait avoir de poser sur la table, voilà, comment est-ce que, et c'est là où on voit comment l'humain rejoint l'économique, hein, c'est-à-dire comment le temps passé à prendre en compte le facteur humain dans un projet est derrière source d'efficacité économique. Et tu semblais dire aussi que, en termes de niveau de qualité, c'était sur ces lignes-là un niveau de qualité inégalé par rapport à toutes les autres lignes de production. Ce qui veut dire que le temps investi en amont t'a permis de gagner largement en qualité. Exactement. C'est-à-dire qu'on a bien vu que les formations, elles ont été diffusées, dispensées, je dirais, avec tout l'engagement des salariés qui les avaient co-construites. Donc forcément une adhésion des autres opérateurs qui a permis d'assimiler les choses plus facilement. Et effectivement, on a un niveau de qualité qui est excellent et avec des rendements qui sont une productivité qui est très bonne. Donc on voit le fruit de cet investissement qu'on a pu faire au quotidien sur les lignes aujourd'hui. Puis c'est très bon, goûter. Merci. Luc, tu m'as dit que quand tu avais mis en place ton système de rémunération, finalement, la difficulté que tu avais rencontrée, c'est que tu avais été sans doute trop vite, trop loin. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce trop vite, trop loin ? Oui, c'est vrai que ça, c'est un peu un défaut des gens qui mangent beaucoup et qui vont trop vite, que j'illustre assez bien. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que sinon je l'aurais contrôlé. J'ai fait la même chose sur le contrat d'intéressement d'ailleurs que sur un autre pilier qu'on a dans l'entreprise, qui est notre contrat d'aménagement du temps de travail, où il y a une quinzaine d'années, on a été un des premiers accords au BRI. Et quand on est passé de 39 heures à 35 heures, on s'est dit ça fait 4 heures par semaine, donc ça fait 47 fois 1,5, ça fait 23 jours. Donc on a mis en place directement 23 jours d'ARTT pour tout le monde. D'ailleurs, à l'époque, j'avais un de mes amis qui était DRH chez LVMH, qui essayait de me convaincre que c'était complètement idiot. Et il m'a dit d'ailleurs, dans ta boîte, vous êtes combien ? À l'époque, on était une trentaine. Il m'a dit, le seul vrai cadre sup dans une boîte de ta taille, c'est le dirigeant. T'es passé, toi, aux 35 heures ? Non. Alors ton truc, ça prouve rien. Il m'a tellement énervé. Du coup, je m'y suis mis. Et depuis, je prends mes 23 jours d'ARTT chaque année avec un grand bonheur. L'idée, là, c'est quoi ? C'est de dire, je pense qu'on est allé trop loin. C'est parce que sur ces deux chantiers, que ce soit le contrat d'intéressement ou que ce soit le contrat d'aménagement du temps de travail, on est allé directement à une limite où il est difficile d'aller plus loin. C'est-à-dire que quand on est à 35% du résultat d'exploitation, quand on est à 23 jours d'ARTT pour tous les salariés, dirigeants y compris, on se prive de la possibilité derrière d'améliorer. Il y a Merleau-Ponty qui disait « Les révolutions sont vraies comme mouvement, fausses comme régime ». Je crois que le mouvement, il était juste, mais que le régime que j'ai installé en voulant bien faire, en me disant c'est simplement logique, c'est équitable. Quand on passe de 39 heures à 35 heures, si on sait compter, ça fait 23 jours. Si on veut partager équitablement, 35%, ça me semble... Et du coup, on est allé directement à des seuils qu'on ne peut plus améliorer. Et ces deux piliers de l'entreprise aujourd'hui chez nous, on a tendance à les considérer comme des acquis. Et du coup, on nous dit, Luc, so what ? Ok, ça c'est bien. Derrière, on fait quoi ? Et du coup, c'est difficile, surtout dans une période qui est un peu plus compliquée en termes de marché. Comment est-ce qu'on continue à améliorer ? Et avec le recul, je me dis, j'aurais dû aller moins vite, moins loin, non pas avec l'idée, mais avec l'idée de pouvoir continuer à améliorer. Et avec une autre idée également, c'est que je pense que dans une entreprise, pour l'ensemble des équipes, les choses ont plus de valeur
quand on a à se battre pour, quand on a à le négocier, quand on a, non pas à ce que ce soit donné par un côté fait du prince, un côté un peu paternaliste. Donc je pense que je ne suis pas allé assez loin dans la négociation, non pas pour résister, mais pour donner plus de valeur et plus de sens à l'état auquel on est arrivé. Et aujourd'hui, j'ai à me battre contre ces erreurs d'être allé trop loin, un peu trop vite. Est-ce que ça pose pas Enfin, moi, ça me pose deux questions. D'une part, si on dit exprès, finalement, on ne va pas aller trop loin. Est-ce que c'est pas un rapport un peu qui pourrait être infantilisant, de dire on en garde sous le pied? Et deuxième chose, est-ce que ça ne renvoie pas à la nécessité de co-construire l'espace social? Autrement dit, sur un thème comme ça, peut-être plus encore que sur les autres, de se dire comment faire en sorte que, alors là tu as fait un référendum, mais sur le temps de travail, comment faire en sorte que tout le monde soit partie prenante dans l'élaboration de l'accord? Alors ce n'est pas forcément évident toujours à faire, mais... Là, en l'occurrence, je n'ai pas assez co-construit. C'est-à-dire que quand il y a eu les accords Aubry, je me suis dit c'est intéressant. Je suis convaincu que c'est quelque chose qui va dans un sens de l'équilibre au travail. Et la satisfaction au travail, c'est quand on est là, on travaille bien, mais le fait de ne pas être là, d'avoir du temps libre pour les vacances, pour les loisirs, pour sa famille, c'est quelque chose qui favorise l'équilibre. Et donc, étant convaincu que ce projet était bon sur le fond, je me suis dit, je le mets en œuvre. Et donc, j'ai analysé le truc, je me suis dit 23 jours, enfin, une demi-journée par semaine. Et là, je n'ai pas co-construit. Et ça, c'était une erreur. Ça avait un côté un peu fait du prince. Alors que si j'avais dit, voilà, je considère que ce projet d'aménagement du temps de travail est quelque chose d'intéressant, qui est cohérent avec le projet de l'entreprise, qu'est-ce qu'on met en œuvre? Qu'est-ce qu'on met pour l'ensemble des équipes, pour les cadres, pour les dirigeants? Et là, on aurait construit quelque chose de beaucoup plus favorable que le minimum, mais qui n'aurait pas été directement aussi loin et qui aurait laissé de l'espace pour des négociations ultérieures. Voilà. Et je crois que ça, c'est l'enseignement que j'en retiens. Georges, peut-être sur ce thème-là, ton analyse, parce que je crois que tu es confronté au même type. Alors, mon analyse est exactement celle de Luc, mais alors à 120%. Je rajouterais simplement une petite chose. Le constat aussi, c'est que je pense qu'on a fait plaisir. Tu disais qu'on y avait été un peu vite. On a fait plaisir à la génération qui est arrivée avec les 35 heures. Par contre, ceux qui sont arrivés 10 ans plus tard, qui sortent des écoles, pour eux, c'est pas un avantage. Je veux dire, c'est leur façon de vivre. Et en effet, là, il n'y a plus de grain à moudre. Ça, c'est clair. Oui, même si moi, j'observe aujourd'hui que j'essaye de maintenir, enfin, c'est pas j'essaye, c'est je maintiens mon contrat mon contrat d'aménagement comme d'intéressement dans la tourmente actuelle. Et ça, le simple fait de maintenir, c'est difficile de le faire passer comme étant un élément fort d'ADN. Ah oui. Parce que c'est de l'acquis. Bien sûr, complètement. Hein. Moi, c'est un copain qui m'a dit, c'est mon père qui était syndicaliste, quand je lui ai dit un dimanche soir en allant boire la Suze, tiens papa, on va passer de 35 heures aux 23 jours de vacances. Il m'a dit, ça, c'est une connerie. Et il m'a dit, lui, en effet, comme tu viens de dire, tu sais, un enfant, si tu lui donnes un bonbon sans qu'il le demande, pour un bonbon. C'est exactement ça. C'est la même idée. Peut-être avant de passer la parole aux participants, une dernière question pour Luc. Sur l'importance de la mesure dans les projets sociaux, dans la mise en place d'une politique sociale innovante. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur la mesure et d'ailleurs dans ce contexte, le diagnostic social, comment tu le... Déjà, c'est amusant parce qu'il y a un confrère dont la passion est la mesure et qui considère que tous mesurent, même le bonheur. S'il y en a que ça intéresse, il y a Benoît Volatier qui pourrait en parler derrière. Je considère en effet qu'il ne peut pas y avoir de progrès dans une entreprise si on ne le mesure pas. Et c'est pour ça que je suis très favorable à tout ce qui est normalisation. Non pas pour le côté rigide, hygiaphone, mais je suis un fervent défenseur d'ISO 9001. Je suis un fervent défenseur des référentiels ISO 26000 ou des auto-évaluations type FQM en qualité ou type le diagnostic social dont on parle aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment où on mesure, on se donne la possibilité de progresser. Et pour améliorer, il faut mesurer. Donc nous, on a par exemple en place des systèmes de mesure de la satisfaction client. Ça, c'est pas très original. Puis pour une boîte d'études marketing, même avec l'histoire des cordonniers, c'est quand même la moindre des choses. Mais on a depuis une vingtaine d'années une mesure de la satisfaction interne. La mesure de la satisfaction interne fait complètement partie du pilotage de l'entreprise et on rend compte tous les ans aux salariés.
Et ce que j'observe, c'est que j'ai une érosion de la satisfaction sur le long terme, ce qui est assez désespérant quand on a un certain ADN. Mais je l'observe et on l'explique, notamment quand on lit les questions ouvertes, qui sont également anonymisées par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Lire des questions ouvertes, se donner les moyens de remonter l'information, les critiques, c'est vraiment, à mon avis, un élément fondamental. Donc oui, la mesure fait partie du progrès. Et ce qui est important, c'est de se mettre en chemin. C'est-à-dire que la mesure permet de se dire, c'est ce que tu disais en introduction, permet de se mettre dans le chemin d'améliorer. Je crois que si on est là cet après-midi, c'est parce qu'on est tous à l'endroit où on est, dans la volonté de s'améliorer sur des axes. Moi, quand j'ai fait le diagnostic social, j'ai plutôt eu tendance à me saquer sur la boîte. Donc, je suis dans la moyenne de 58% là, du diagnostic social. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est surtout de se dire, l'endroit où on est, partageons-le avec le comité de direction, partageons-le avec les salariés et donnons-nous des objectifs de progression sur certains des actes, que ce soit la responsabilité sociétale, le sens, la communication, etc. Okay, merci beaucoup. Ce que je vous propose là, c'est de prendre vos questions ou vos interventions. Alors, comment fonctionne ça? Va être ce micro. Ah oui. Non, comme ça. Ok. On vous entend. Je vais essayer de parler fort. Alors, quand vous avez évoqué mesure, j'ai cru que vous parliez d'être mesuré. Non, non. Oui, et justement, parce que ça m'a fait réagir, parce que j'ai un exemple en tant que président d'une association, j'ai un de mes membres qui applique une démarche éthique en entreprise basée sur les vertus aristotéliciennes et qui marche très très bien avec des commerciaux qui n'ont aucun objectif chiffré et qui augmentent son chiffre d'affaires chaque année d'un chiffre multiple de 10. Donc, et là-dedans, il y a de la mesure, justement, et il y a du courage. Donc, ce sont des éléments d'appréciation que j'apporte à votre atelier de travail. C'est justement sur des éléments à faire rentrer en considération. Et 25% des rémunérations des employés et de l'ensemble du personnel est calculé sur l'intégration du courage dans le fait que lorsqu'ils font des actes techniques à l'extérieur, puisqu'ils travaillent dans le domaine des ascenseurs, des portes électriques, etc., d'avoir le courage, par exemple, de dire à leurs clients que c'est lui, en tant que technicien, qui s'est trompé. Le courage d'un commercial, c'est de dire que c'est pas grâce à lui que l'affaire a été conclue, c'est grâce à l'ensemble de l'entreprise, et la rémunération des employés se fait par un calcul non pas de mesure technique, mais de mesure de l'implication de chaque employé dans le développement global de l'entreprise. Alors ça, c'est une remarque que je voulais faire, pardonnez-moi. Maintenant, moi j'ai une question à monsieur Fontaine, puisqu'il faut poser des questions et pas seulement apporter des témoignages. Rassure-moi, est-ce que c'est bien vous qui avez été interviewé dans un documentaire sur la 5 ou pas? Parce que j'ai le souvenir d'un chef d'entreprise lyonnais interviewé et qui justement parlait d'un modèle économique. Oui, parce qu'en fait, les journalistes, ils se repassent après les reportages, donc ça passe sur plusieurs chaînes. Oui, où on parlait entre autres des bâtiments qui appartiennent aux salariés, etc. Mais c'était toute votre je pense que c'est vous, votre démarche, qui était extrêmement intéressante. Mais il y avait une autre personne qui était présente, un autre chef d'entreprise, qui était présent et qui avait dit, mais moi, je ne sais pas comment appliquer ça dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Il y avait un problème de transmission. Et justement, c'est une problématique que l'on a, que vous aurez probablement, c'est comment nous, entrepreneurs d'avenir, avec des travaux comme celles que vous faites avec des grandes entreprises, des moyennes, des petites, etc., c'est comment on peut modéliser nos initiatives. Parce que moi, je me souviens que vous étiez interviewé, votre fille était interviewée, donc elle avait acquis le code génétique de son père en se disant, oh, comment je vais faire ça déjà, hein. Mais c'était déjà pas ça. Il y a un autre chef d'entreprise qui se disait, je suis, alors moi je ne vais pas y arriver. Alors vous, ma question c'est, comment vous appréhendez ça, comment vous pouvez transmettre? Oui, alors d'abord je vais vous rappeler simplement le contexte. Le chef d'entreprise, c'est un jeune chef d'entreprise qui appartient au réseau Entreprendre.
réseau auquel j'appartiens. Et ces jeunes créateurs d'entreprises ont tous le même problème. Et c'est peut-être pour ça qu'on est là. C'est qu'ils sont complètement coincés les premiers temps par l'économique. On leur a tellement dit dans la tête qu'il fallait faire un business plan, qu'il fallait que le banquier leur serre le kiki, etc. Et les premiers temps, ils oublient un peu l'humain parce qu'ils sont trop coincés. Et ce jeune avait en effet, n'était pas encore au cheminement qui permette de dire ben voilà, je vais faire autre chose. Je vais prendre un exemple. On accompagne ces jeunes chefs d'entreprise, nous les plus anciens. Les 2 premières années, en gros, puisqu'on les voit tous les mois, on discute ensemble, on parle principalement de chiffres. Et puis il y a un moment où, hop, l'homme, la femme nous dit ah bah tiens, quand on lui demande ça va, ça s'est bien passé ton mois, ah ouais très bien, ah dis donc j'ai embauché 2 personnes. Et ils passent d'un seul coup du pur matériel qui leur perturbe la tête, ça se comprend, et là à beaucoup plus d'humanisme ou d'humain. Donc voilà pour répondre à votre question. Après, comment on transmet? Alors c'est vrai qu'en ce qui me concerne, j'ai peut-être été un petit peu loin, puisque en effet, comme Luc, intéressement, alors moi j'étais plus loin carrément, tout le monde une tête, une part. Voilà, bon. Je considérais que quand je vais voir un client en tant que PDG, si le magasinier n'avait pas fait son boulot, ma visite était foutue. Voilà, j'étais un peu plus loin. Par contre, la participation, on a respecté ce que tu as fait, puisque là, on n'a pas trop le choix, si ce n'est celui-là. Bon, après, donc, on avait dit les gestions du temps complètes. Donc, je ne sais pas, parmi les autres particularités, tous les bâtiments appartiennent aux salariés. Ils sont tous un peu propriétaires, de toute façon à ce que, bon, quand ils rentrent le matin, ils rentrent chez eux plutôt que d'aller à la boîte. On a toujours des grands projets pour donner du sens au boulot. On est partis tous en Chine, les conjoints, les pacsés, etc., pour aller visiter et la Chine et notre usine en Chine. On est parti en Grèce, on a fait des voyages humanitaires cette année. Et j'ai appris hier par ma fille qui maintenant a fait ses projets qu'on irait bientôt en Turquie. Voilà, donc toujours des choses qui donnent du sens au boulot. Alors après les transmettre, ben oui, c'est pas facile parce que il y a 2 cas de figure. Soit c'est des chefs d'entreprise qui ont déjà un acquis, l'entreprise elle existe et on peut pas faire du copier-coller, c'est pas possible. Donc ils vont faire un petit quelque chose et puis progressivement ils vont évoluer. Ou bien ça va être, moi j'ai eu le cas de reprise au tribunal. Il a fallu, je sais pas, 5-6 ans pour arriver à faire passer ce système de management. Une reprise au tribunal, les gens qui sont là sont des écorchés vifs. Ils ont tout vu. Ils ont vu les fournisseurs pas payés, eux pas payés, leurs copains partir, virer. Vous ne pouvez pas mettre des choses trop avancées en place. Donc il faut aller tout doucement. Donc il n'y a pas de copier-coller faisable. C'est pas possible. Chacun va à sa vitesse, avec son affect aussi. Parce que finalement, moi, je me pose maintenant la question, est-ce que c'est le chef d'entreprise qui a des convictions ou est-ce que c'est une forme de management? Moi, avec le recul, je penserais plutôt à une forme de management, mais c'est très personnel. Voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais voilà, pas de copier-coller, chacun fait un peu comme bon lui semble, et c'est un peu comme élever les enfants, et après les petits-enfants, on fait au mieux. Donc, madame, et puis une autre personne derrière. Juste une réflexion à Eugénie Gaspard. Moi, je fais partie du groupe AFNOR, donc le monde de la normalisation. Et les normes, souvent, sont perçues comme des cadres très rigides. Donc, c'est vrai que c'est des repères techniques pour les procédés de fabrication, des mesures d'analyse, mais c'est aussi des référentiels de management qui sont allés jusqu'à la publication, il y a plus de 2 ans maintenant, de ce référentiel ISO 26000, qui n'est pas une norme comme les autres, mais qui donne des lignes directrices de la responsabilité sociétale. Et donc, nous on fait beaucoup d'informations et de sensibilisation sur cette démarche de responsabilité sociétale. Et on rencontre des publics différents de ceux qu'on rencontrait avant. On était plutôt sur des responsables qualité, sécurité, environnement. Et là, on est beaucoup plus en rencontre de ces personnes-là qui sont en charge du système de management, mais aussi de dirigeants. Et donc, on aborde finalement la gestion des activités, mais au travers des valeurs que peut porter l'entreprise. Et finalement, les valeurs sont portées par les individus. Et alors, les normes telles que les porte l'AFNOR ou les développe, ce ne sont pas des textes qui sont pondus par les salariés de l'AFNOR, mais ce sont toujours des textes qui sont co-construits par l'ensemble des parties prenantes concernées par un domaine particulier. Et là, la question des valeurs, de comment est-ce que
on entraîne une entreprise dans des valeurs sociétales, responsables, humanistes, quand on n'est pas dans un modèle d'entreprise qui était sur ce format-là, dans un marché qui était purement concurrentiel économique avec des comparaisons qui n'étaient que sur des aspects de cet ordre-là. Alors moi je suis preneuse, donc on a des croisements de réseaux, Entrepreneurs d'avenir, le CJD, enfin il y a plein d'initiatives qui existent partout. Mais c'est vrai qu'au niveau AFNOR, pas forcément sous une forme de normes, mais de capitalisation d'expérience et d'essayer de trouver des troncs communs en fait de comportements finalement individuels et de comportements dans du collectif qui font que des projets de ce type-là puissent fonctionner. Je veux bien dire 2 mots moi par rapport à ça. On est plusieurs au sein d'entreprises humaines, il y a plusieurs dirigeants qui sont rentrés dans ces dispositifs de référentiel ISO 26000 en responsabilité sociétale et qui nous ont convaincus qu'il fallait y aller. Et moi, je suis convaincu aujourd'hui que je veux rentrer dans ce référentiel. Et j'ai décidé de ne pas y aller, c'est-à-dire que j'attends progressivement de le construire avec les salariés, la décision de rentrer dans ce référentiel comme étant un moyen de régler un certain nombre des problèmes de sens qu'on a actuellement dans l'entreprise. Et donc, mais je pense que vraiment, là, les bons interlocuteurs, ce sont les dirigeants. Et par rapport à la première chose que vous évoquiez sur le fait d'avoir un référentiel, je pense que le référentiel, c'est vraiment un outil de progrès. La première fois que j'ai bossé sur ISO 9001, j'ai eu un diagnostic fait par un consultant, Marcel, qui a passé 2 jours dans ma boîte, et qui, au bout de 2 jours, m'a dit tout ce qu'il a vu. Et ce débrief de Marcel, j'appelle ça la machine à laver. J'ai eu l'impression, en tant que dirigeant, d'être dans le tambour d'une machine à laver qui tournait à toute vitesse et que j'en prenais des trompes d'eau sur la tronche. Et je me suis dit, bon, manifestement, là, il y a des marges de progrès parce que tout ce qu'il voit qui ne va pas, alors que j'étais déjà convaincu, c'était l'époque où je crois que je t'avais comme cliente, j'étais déjà convaincu qu'on faisait du bon boulot, mais ça a été vraiment un levier de progrès. Donc, la machine à laver, c'est un moyen de secouer les dirigeants pour qu'à un moment, ils comprennent qu'ils doivent bouger avec le magique. Je pense. Et aussi transmission, c'est-à-dire que moi je pense s'auto-diagnostiquer comme le permet le diagnostic social d'avenir, ou par exemple pourquoi est-ce que ça continue chez Danone ce que Antoine Riboud il y a 40 ans ça fait 15 ans qu'on a, alors c'est pas le diagnostic social d'avenir, ça s'appelle Danone Way, c'est un questionnaire qui permet chaque année, qui oblige chaque comité de direction à se poser une centaine de questions sur les 5 axes de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et ça fait 15 ans que ça existe et que dans tous les pays du monde, chaque année, chaque comité de direction s'évalue et que les résultats sont regardés. Donc l'évaluation sur ces valeurs qui sont importantes et décidées comme étant importantes dans la gouvernance de l'entreprise, elle permet aussi de faire en sorte qu'elle perdure, parce que c'est comme ça qu'on s'auto-juge, quoi. Donc il faut se mettre sous contrainte si on veut continuer à maintenir ses convictions. Mais ce qui me paraît très important dans tout référentiel, c'est d'être plus sur le quoi que sur le comment. D'être vraiment, de poser des questions aux gens qui les amènent à surtout éviter le copier-coller dont parlait Georges. Il y a une question... J'aime bien utiliser un ratio qui est celui du plus petit salaire et du plus gros salaire. Ça m'intéresse éventuellement de savoir ce qu'il en est dans vos entreprises respectives, ou en tout cas si ça vous parle. Puis deuxième question sur la responsabilité sociale dans la chaîne de valeur. Parce que là, je n'ai pas entendu parler de la responsabilité sociale de ces sous-traitants dont on est responsable. Je pense notamment à l'agroalimentaire ou dans une spirale où on essaie d'acheter de moins en moins cher et souvent c'est le profit au détriment du people. Donc, comment vous notamment peut-être pour Danone, comment vous mesurez ça Alors, justement, peut-être juste pour répondre sur votre question sur les sous-traitants et les fournisseurs, dans Danone Way, là, ce questionnaire d'autodiagnostic, il y a une grande partie qui est consacrée aux relations avec les fournisseurs, à la qualité de la relation, c'est-à-dire que on veut aussi que nos fournisseurs aient les mêmes valeurs que les nôtres, mais aussi avoir justement des
des contrats de qualité et la partie sur nos interactions avec la communauté locale. Donc, il y a, je crois, une véritable politique de dire on travaille de façon responsable avec les fournisseurs et pas en les écrasant. Et le meilleur exemple, c'est ce qu'on peut faire avec nos producteurs de lait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des contrats avec un peu plus de 3000 producteurs de lait en France. Toutes nos usines achètent du lait dans un rayon maximum de 55 km autour de l'usine. Donc on fait travailler le local. C'est le lait qu'il y a dans les yaourts, c'est vraiment du lait des fermes de France avec qui on a un contrat local. Donc on a ce souci, et je pense que on ne peut pas créer un modèle durable de création de valeur s'il se fait au détriment de l'écosystème dans lequel on évolue. Il faut, et ça, je pense que les jeunes générations, on en parlait tout à l'heure, on détruira la valeur des entreprises si on ne fait pas attention à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la création de valeur long terme, elle dépend aussi de la qualité, de la nature des relations qu'on a avec notre écosystème. Donc je pense que c'est fondamental. Ok, puis moi je vais vous répondre à la première question. En ce qui me concerne, l'échelle des salaires est de 1 à 5. Moi, dans ma société, elle est de 1 à 7 et je considère qu'elle est trop large. Voilà, donc, et par contre, par rapport à la première question, est-ce que sachant que dans les mouvements de l'économie solidaire, généralement, le ratio qui est recommandé, c'est en effet de ne pas aller au-delà de 1 à 5, sachant que dans les grands groupes, ça va souvent de 1 à... on peut compter en 3 chiffres derrière. Il y a un autre point, par contre, c'est la rémunération des compétences. Moi, je crois, par contre, qu'on peut rémunérer les compétences et que ça a un sens. On peut également rémunérer des éléments de pénibilité, mais je pense que la rémunération des compétences a un sens. Et j'ai essayé, il y a quelques années, avec un succès mitigé. C'est-à-dire que je pense que ça marchait globalement bien, mais ce n'était pas parfait. J'ai essayé de modéliser les salaires à partir de compétences. On avait identifié 9 compétences dans l'entreprise, des compétences techniques, des compétences managériales, et on avait essayé de modéliser les salaires en fonction des compétences. Et globalement, ça marche pas mal. Par contre, c'est pas parfait parce qu'après, il y a des éléments de marché, il y a des fonctions qui sont un peu surcotées ou qui sont un peu sous-cotées. Mais je crois par contre que la rémunération des compétences, ça a un sens, que la gestion des compétences, ça a un sens, et qu'il est de la responsabilité des dirigeants et d'évaluer les compétences, d'anticiper les compétences, enfin tout ce qui est GPEC, et de contribuer au développement des compétences de ces salariés en fonction de leurs aspirations. Donc, je crois par contre que ça a vraiment un sens. En faisant des modèles très simples, parce que vraiment, la gestion des compétences, ça peut donner des trucs, des usines à gaz quand même phénoménales. Mais bon, attendez, il y a un monsieur là qui demande tout de suite après. Monsieur, vous demandiez la parole. Oui, je pense que le sujet était diagnostic social d'avenir. Oui. Et je voudrais essayer d'élargir un peu le périmètre. Pour le moment, on a discuté de la responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis des salariés, essentiellement. Oui. Si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Deux constats. Il y a beaucoup de gens qui sont au chômage. Ça, c'est le premier. Deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux dans le travail qu'ils font. Mm. Pas nécessairement parce que le management est mauvais, mais plus souvent parce qu'ils sont dans les métiers qui ne correspondent pas. J'ai un ami qui fait ça à plein temps, il travaille avec Pôle emploi, il me dit que je fais en sorte que les gens ils quittent leur emploi, ils font autre chose. Souvent ils gagnent moins d'argent, mais ils sont plus contents, ils sont plus heureux, etc., etc. Donc la question que je pose par rapport à l'entrepreneur, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité sociale d'identifier les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise et qui ne sont peut-être pas à leur place au mieux, d'identifier leur potentialité et de les aider à évoluer éventuellement à l'extérieur. Donc c'est l'essaimage, si vous voulez, éventuellement. Et à contrario, par rapport aux gens qui sont au chômage, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'au lieu de travailler toute la vie, de donner du travail
peu de gens pendant toute la vie, on donne du travail pour beaucoup plus de gens pendant un peu moins de temps. C'est-à-dire, on ne reste pas dans un emploi parce qu'on y est et puis on a passé un certain temps. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un roulement? Qui veut répondre sur ce thème-là? Moi, juste un point, ce que vous venez de dire m'a fait penser à la notion de responsabilité sociale de dirigeants qu'on a par rapport au chômage. Et il y a une quinzaine d'années de ça, j'écoutais France Inter le matin en allant au boulot et je suis tombé sur une Nicole Notta qui répondait à un journaliste, je ne sais plus lequel c'était, et elle a développé une idée qui était, si toutes les entreprises qui en ont les moyens embauchaient un mec, gratos, pour rien, juste parce qu'elles peuvent le faire, on a un niveau de chômage qui est très élevé, mais ça serait un moyen collectif des dirigeants d'entreprise de lutter contre le chômage qui serait d'une puissance. J'étais dans ma voiture, je me suis dit, voilà une idée très intelligente. Et j'ai donc embauché quelqu'un sur ce concept-là, qui n'est pas au courant. Il ne le sait pas. C'était il y a 15 ou 20 ans, et il est dans la boîte. Et évidemment, il a fait sa place dans la boîte. Mais par contre, je trouve que c'était une belle idée. Donc voilà, je trouve que sur la responsabilité sociale, voilà, on parlait des solutions d'entrepreneurs d'avenir. C'est une solution qui me semble intéressante. Après, je pense que c'est la responsabilité aussi des équipes de ressources humaines de diagnostiquer dans les équipes, effectivement, les gens qui souhaitent évoluer, qui souhaitent changer, et c'est pas forcément à l'extérieur de l'entreprise. On peut les accompagner sur des projets de création d'entreprise, mais déjà à l'intérieur de l'entreprise, et de créer ces passerelles entre les métiers. On encourage beaucoup la mobilité fonctionnelle dans le groupe Danone, et moi j'ai fait... Avant de faire des ressources humaines, je faisais du marketing. C'est pour ça que j'étais cliente de Luc. Donc oui, il faut, et c'est notre responsabilité en tant que professionnel des ressources humaines, voilà, d'être à l'écoute, d'anticiper quelles vont être les compétences de demain. Il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des métiers qui apparaissent. Quand on regarde les métiers de la logistique il y a 10 ans, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Quand on regarde le digital, l'apparition d'Internet, et ben, si on n'a pas tous formé nos équipes marketing aux nouveaux outils de demain, on n'y arrivera pas. Donc oui, on a cette responsabilité, et ces changements de métier, ils peuvent créer des opportunités aussi pour des salariés de découvrir des nouvelles fonctions et d'évoluer dans l'entreprise. Donc c'est notre responsabilité. Ouais. Est-ce qu'un grand groupe comme Danone ou Danone Produits Francs l'Espèce a des liens particuliers avec le territoire, avec, je dirais, avec les instances locales, les autres entreprises, pour justement essayer de prendre en compte le chômage sur les territoires où vous êtes implantés? Alors on a de nombreuses initiatives. On fait appel à beaucoup d'apprentis, justement pour créer en fait de l'emploi et former des jeunes qui viennent pas forcément des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, tout ça, mais donner leur chance à des jeunes issus d'autres filières. Donc ça, on développe beaucoup. Après, on a aussi des initiatives, on travaille beaucoup en local, comme je vous le disais, pour effectivement essayer de recruter dans des bassins d'emploi. Et on demande en fait à chaque patron de site d'être vraiment le représentant, de se sentir investi, d'être le représentant de l'entreprise dans son bassin d'emploi pour connaître les gens du Pôle emploi, les gens de la mairie, d'être vraiment en contact avec l'écosystème qui l'entoure. Ouais. D'autres questions? Alors, Madame, deux questions successives. Madame, peut-être? J'ai une question pour Luc Nudberg et pour Georges Fontaine, mais je vais faire court. Tout à l'heure, dans votre toute première présentation, vous avez dit que le partage, vous l'aviez fait, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, selon les compétences et selon l'énergie. Alors, j'ai pas... Non, ce que je voulais juste dire, c'est que généralement, un contrat d'intéressement, comme le contrat de participation, là c'est une obligation, se fait au prorata des salaires. D'accord ? C'est-à-dire que la clé de répartition, c'est les salaires. On considère que les salaires rendent compte des compétences. Donc on a dit pour moitié
c'est au prorata des salaires, et pour moitié, c'est au prorata des individus, d'ailleurs en considérant là, comme le disait Georges, qu'un PDG contribue de la même manière qu'une assistante. Ça pose quand même un problème, hein, parce qu'après, on peut se dire que c'est le côté des bisounours, tiens, c'est sympa, c'est génial. La difficulté, c'est qu'est-ce qui est juste? C'est-à-dire que, est-ce que quand on rémunère un cadre sup avec le même montant d'intéressement qu'avec une secrétaire, c'est-à-dire en mettant tout le monde exactement au même niveau, est-ce que c'est juste? Ça peut produire un côté très très démotivant pour le cadre sup, surtout dans une boîte comme la nôtre où à l'époque on avait décidé qu'il n'y avait aucun système de rémunération variable individuelle. Et je pense que, et depuis je suis revenu là-dessus et je crois que j'ai eu tort. Je me disais que le fait de ne pas payer ses commerciaux sous forme de variable, que j'étais le dernier à ne pas faire ça et que c'était scandaleux. Et en fait, je crois que ça marchait mieux, en effet, quand on ne payait pas les commerciaux et que c'était bien le produit d'un effort collectif. Voilà. Salaire. C'est Libération 73. Hein. Libé en 73, tout le monde avait le même salaire. La liberté de mouvement, c'est par des comportements respectueux de chacun. C'est-à-dire, j'ai toujours été choqué, par exemple, d'une entreprise que je ne citerai pas, où pour pas que les gens passent d'un atelier à l'autre, ils avaient des tenues de couleurs différentes, comme ça on les repérait. Et c'est pas très vieux tout ça. Bon, ça c'est pour les mouvements, donc c'est un peu symbolique. Alors la liberté de penser, oui, parmi nos valeurs, il y en a une très très forte. C'est qu'on refuse toute forme de misogynie, par exemple. J'ai eu, en 30 ans, j'ai eu à licencier une fois une personne qui avait été incorrecte vis-à-vis d'une femme. Il a quitté dans l'heure la société. Ça, c'est une des règles. Liberté de pensée religieuse. On a une petite zone de prière, parce que c'est pareil. Hein, un jour, je passe à côté d'une machine et puis j'entends blablabla, blablabla. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, c'était un musulman qui était en train de faire sa prière sur son petit tapis derrière une machine. Mais on a dit non, on a fait un lieu de prière. Voilà, c'est plus cette forme de liberté. Le vendredi, par exemple, entre 10h et midi, je crois, il manque 400 personnes parce que ils vont faire un saut à la mosquée. Si ça les arrange, et ils le font bien, etc., etc. Voilà, c'est plus ces petits aménagements qui donnent l'impression de liberté. Et la notion de temps, je pense qu'on fait tous pareil. Mais maintenant, c'est fascinant de voir que quand vous laissez la liberté aux gens d'arriver au travail librement le matin, ils viennent toujours à la même heure. Donc ça ne change rien. Mais pourquoi les enquiquiner à venir à 8h s'ils emmènent leurs enfants à 8h15 à l'école? Ils ne vont pas les emmener chez la nounou qui va les emmener... Enfin, c'est archaïque. Donc voilà, c'est ces formes simplement de liberté qui sont des formes de respect. Je voudrais simplement rebondir un peu sur la notion des salaires mobiles, parce qu'en effet, moi j'ai toujours mis les salaires mobiles en place dès 81. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que toutes ces choses-là, il faut les faire évoluer, sinon ça ne marche pas. Nous, les salaires mobiles en 81, ils se mobiles à 60%, fixes à 40%. J'avais à l'époque une équipe qui avait 20 ans d'âge, quasiment, de moyenne d'âge, qui en voulait. Et eux, la sécurité, c'était de gagner de l'argent, peu importe qu'on leur donne une grosse partie mobile ou pas. Eux, ils fonçaient. Dans les années 90, là, on a commencé à passer à 50-50. Et puis maintenant, on est à 30% de mobile et 70% de fixe. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la génération Y ne voit pas les choses de la même façon que les 68ards. Les prises de risque ne sont plus les mêmes. Le banquier vous oblige à avoir une ligne de salaire fixe, sinon il ne vous prête pas s'il y a une partie mobile en dessous. Enfin, voilà, le monde change.
Donc tout ce qu'on peut mettre en place, au risque de me répéter, il faut le faire évoluer en fonction des mentalités. Et c'est pas une évolution en fonction de la taille. Souvent on me dit oui mais ton truc c'est parce que vous n'êtes pas nombreux. C'est pas vrai. On peut aller très loin, mais à condition d'adapter toujours aux gens qu'on a en face. Et les gens sont pas les mêmes. Moi j'ai un collègue qui est dans la Loire là-bas. Il travaille entre 22 heures par semaine et 55 heures. Complètement en dehors de la plaque au point de vue l'égalité. Il a eu l'inspecteur du travail qui est venu l'enquiquiner. Tous les salariés ont fait une pétition immédiatement. L'autre est reparti avec son papier et puis il est terminé. Mais alors pourquoi ça marche, lui? Parce qu'il est dans un village, il est la seule usine, il fait tout l'emploi du village et tous les gens ont une petite ferme ou un jardin à côté. Quand il n'y a pas de boulot pour faire des portails métalliques, eh ben, ils font leur jardin. Et puis quand il y en a, ils font les portails. Ça arrange tout le monde. C'est ça la liberté. Oui, dernier exemple, j'arrête. Je constatais que, parce qu'on est presque tous reliés en informatique chez soi, hein, parce que oui, si un jour le gamin il est malade, c'est pas la peine d'aller voir le médecin et d'obtenir 5 jours de vacances. On garde son gamin et puis terminé. Donc on est reliés. Puis je voyais notre responsable du marché allemand, Andrea Neushauser, réellement, elle saisissait ses commandes le dimanche après-midi. Bon, je me suis dit, peut-être qu'elle a trop de boulot, donc c'est inquiétant, ça, elle va me faire une déprime, un burn-out. Donc timidement, un jour, je vais la voir. Et puis je lui dis, Andrea, vous saisissez vos commandes le dimanche après-midi, vous avez un problème? Je lui disais un peu timide. Elle me dit, mais pas du tout. D'abord, j'aime bien saisir mes commandes, parce que pour un vendeur, saisir ses commandes, c'est jouissif. Non, mais il faut appeler un chat un chat. Et elle me dit, le dimanche après-midi, c'est le moment où je suis tranquille, parce que mon mari et mes 2 garçons sont au football. Si elle a envie de faire ça le dimanche après-midi, et le lundi, si elle arrive qu'à 10h, je m'en fiche. Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est ça la liberté. Voilà. Madame. Ah, mais on est concurrents, mais vous êtes 40 fois plus gros, c'est tout. Oh là, alors non. Alors, ma question est similaire à madame, c'est-à-dire, j'allais vous interroger sur, effectivement, qu'est-ce que vous mettez derrière la liberté de penser. Alors, pourquoi je voulais vous poser cette question, vous y avez répondu, c'est parce que j'ai eu l'occasion de visiter une entreprise récemment, qui se trouve d'ailleurs dans la revue Oui de demain, qui s'appelle l'entreprise Poult, peut-être certains d'entre vous la connaissez, qui est une biscuiterie qui a complètement révolutionné son modèle managérial. Et où la liberté de penser va jusqu'au bout. Alors, en dehors de tout ce que vous avez décrit, et où un salarié est invité, quand il a une pensée qui est même une idée, d'aller la mettre en œuvre jusqu'au bout. Et c'est décoiffant, c'est remarquable. Alors, ça peut paraître un modèle extraordinaire pour un grand groupe comme nous-mêmes, donc Figat, groupe Total, donc également comme un collègue de Danone, on a quand même des comptes à rendre, on est concerné par l'automobile, 75% de l'activité c'est l'automobile, le lean manufacturing, tout ce qui va derrière. Donc veillez à ce que les salariés restent souriants, moi c'est pour moi mon indicateur que je donne à tous les managers en face de ça. Mais bref, découvrir des modèles aussi résilients, aussi novateurs pour pouvoir construire l'avenir de la boîte. Et où les salariés sont vraiment, ce que disait d'ailleurs, je crois, Antoine Ribouzet, les premiers concernés ce sont les salariés et ensuite les clients seront satisfaits. Je voulais simplement sentir comment vous en étiez dans ce domaine-là, vous, PME, Fontaine. Oui. Oui, alors je voudrais surtout pas qu'on arrête la liberté de penser à la religion. C'est une liberté de penser beaucoup plus globale. C'est-à-dire que c'est la possibilité aussi à tout le monde de s'exprimer. Et entre autres, je vous ai dit tout à l'heure, les bâtiments appartiennent aux salariés. C'est au moins une fois par an, lors de l'Assemblée générale, où chacun vient avec sa voix, il porte une voix avec sa part, il est à égalité avec tout le monde. Et c'est aussi un moyen de communiquer. Et c'est vrai qu'on fait énormément confiance aux gens. Je vais vous donner un exemple. Un jour, il y a un jeune qui rentre dans mon bureau, enfin qui rentre, il n'y a pas de porte, et qui me dit « j'ai une idée ». Très bien. Bon, c'est un traitement de surface, on est les seuls en Europe, excusez pour Jinxon. Aujourd'hui, c'est 25% de notre chiffre d'affaires et c'est 40% de notre marge. Et c'est parti
d'un bac plus 1 ou bac moins 3, j'en sais rien d'ailleurs, ça n'a aucune importance, qui a eu une idée. Donc oui, en effet, je crois que la chance des PME, c'est on peut capter toute cette intelligence, toute cette matière grise. Hein, et moi, je prends toujours l'exemple de la machine à laver. Enfin, je ne vais pas la refaire encore une fois, mais votre machine à laver est en panne, vous allez chez Darty, vous achetez une machine, le gars vous dit 32 programmes, 42 programmes, c'est génial. Quand vous rentrez chez vous, surtout les hommes, peut-être les femmes, vous êtes plus doués, mais les hommes, bon, on utilise le blanc, la couleur et puis la laine, quand on se couvre pas de boutons. Bon, nos cerveaux, c'est pareil. Nos cerveaux, c'est fantastique ce qu'on en a à la tête. On n'a pas encore copié le cerveau. On utilise 3 programmes là aussi, 3 petits morceaux. Donc si le chef d'entreprise, par sa forme de management, arrive à faire sortir le 4e programme, il a augmenté de 33% la capacité d'innovation de son entreprise. Et c'est là les progrès. Notre progrès sur l'absentéisme, non mais c'est aberrant. On a un absentéisme en France qui est complètement débile. Et après, on va dire aux gens, mais non, on ne peut pas vous augmenter de 1,2% parce que c'est trop, on va vous augmenter de 1,1%. Puis dans le même temps, on a 7,78% d'absentéisme, 15 à EDF, 22 dans les collectivités locales, qu'au niveau de la fonction publique, ça nous coûte 24 milliards. Et puis après, on va chercher 500 millions par une taxe bidon. Voilà, non, c'est ça. Bon, la liberté, l'intelligence, c'est ça, quoi. Faut faire sortir les intelligences, quoi. Et il y en a, et il y en a. Et il y en a dans les grands groupes aussi. Par contre, non mais exactement. Non mais par contre, ça demande, effectivement, on a des contraintes, mais je crois que si on se lève tous les matins aussi en se disant que c'est ça qu'on veut faire sortir de nos salariés, c'est qu'on leur laisse de l'initiative, qu'on les fait participer, on y arrive. Alors ça demande, voilà, certainement un engagement et des convictions qui sont fortes, mais c'est ça qu'il faut arriver à faire et on peut y arriver. Juste 20 secondes. Il y a une anecdote, c'est un salarié qui part à la retraite et qui envoie une lettre à son PDG et qui lui dit « Ça fait 40 ans que vous me payez pour ce que je sais faire avec mes mains, pour le même prix, vous auriez pu avoir ce que j'avais dans la tête sur ce qu'on doit... » C'est vrai, c'est très beau. Alors, il y a pas mal de... Non, moi, je voulais juste vous dire que demain, à pilier 11, il y a l'entreprise du libéré. Oui, c'est ça. D'accord, ça, c'est ma question. Ok. Toutes. Ah ben non, beaucoup. Beaucoup, ok. Merci beaucoup. Une intervention là, monsieur. Alors, moi, c'était juste pour apporter un témoignage. Je suis avec Luc aux entreprises humaines, je suis plutôt sur Lyon. Et je voulais parler d'un de mes amis qui a une entreprise de fonderie à Lyon. Et dans la période difficile de 2008-2009, se sont révélées des questions de fond sur est-ce que je garde tous mes salariés ou pas. C'était clair, c'était pas possible. Et du coup, il a mis en place un système sociocratique au sein de son entreprise avec une vingtaine de personnes qui sont des gens qui travaillent plutôt dans la précarité. C'est-à-dire que la précarité chez lui, c'est des personnes qui se disent oh ben, j'ai loupé le bus ce matin, je vais retourner me coucher, quoi. Il a essayé d'impliquer les gens qui étaient dans un monde social un peu particulier, à leur dire ben voilà, demain je coupe les têtes ou on trouve d'autres solutions. Et il a mis tout le monde autour de la table. Et en quelques séances, ils ont réussi à trouver d'autres solutions qui ont entre autres été une diminution de salaire durablement. Et 1 an et demi après, quand l'entreprise est revenue à un meilleur état, tous les salaires ont été reversés et repayés pour tout le monde. Voilà. Et tout ça a germé à la base au sein de nos activités grottes dont parlait Luc tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai un problème, je pose mon problème sur la table avec mes copains. Les copains, c'est pas d'apporter des solutions, c'est de faire émerger au sein de la tête du dirigeant le comment tu peux essayer de t'y prendre pour essayer d'aller plus loin. Et ça a marché pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Une question au fond. Oui, monsieur. J'ai apprécié particulièrement votre congruence, monsieur Milberg, où vous avez émis votre autocritique sur votre façon de pratiquer une politique sociale, et ça donne de la crédibilité à votre propos. Les 2 autres propos sont tout aussi crédibles, mais j'aimerais, notamment en particulier Madame Dupuis, entendre une autocritique. Voilà, sur vos façons de travailler, sur vos relations internes, vos relations fournisseurs. Vous voyez, ça peut être intéressant. Et puis, par rapport à cette notion de liberté de penser, ça me fait penser à la liberté de créer. Vous l'avez déduit à travers ces progressions importantes qui peuvent être appuyées sur l'innovation qui est dans la tête d'un salarié. Mais c'est le rapport au travail. C'est ça que je voulais attirer l'attention, c'est le rapport au travail. En tant que dirigeant, nous avons un rapport jouissif au travail.
et il faut concéder la possibilité à l'autre aussi de jouir dans le travail. Et donc, quand vous faisiez la remarque, je suis allé trop vite, trop loin, vous avez joui trop vite, trop loin, en ne permettant pas aux personnes d'élaborer elles-mêmes un scénario, leur permettant de déguster la satisfaction. Ils auraient peut-être abouti au même, d'ailleurs, au même niveau que vous critiquiez un petit peu, que je suis allé trop loin, peut-être qu'ils auraient abouti au même, mais ils auraient le sentiment, par la co-construction, vous l'avez dit vous-même, d'avoir voilà, dégusté, eu plaisir à cette élaboration-là. Donc il faut pouvoir permettre aux personnes d'aimer leur travail, parce que le rapport qu'on a au travail est un rapport d'amour, il ne faut surtout pas les en priver. Mais Madame Dupuis. Mais j'ai plein de défauts, vous savez. Non, après, autocritique, forcément, on fait... enfin, je vais prendre un point, je ne vais pas parmi tous ceux que je pourrais citer, mais on a, je trouve, ce qui est compliqué, quand on laisse beaucoup l'esprit d'initiative, c'est aussi comment on gère plein d'idées qui finalement ne vont pas voir le jour et qui créent aussi de la frustration. Et ça, je trouve en tant que DRH que c'est pas facile quand on gère les contradictions de, effectivement, quand on a la pression du business, on cherche des idées qui viennent de toutes les équipes, et puis on les mène pas toutes jusqu'au bout, parce que on a des contraintes, qu'on a des contraintes de ressources, que toutes les idées sont pas forcément bonnes, et peut-être qu'on est castrateur aussi de certaines idées, et donc la liberté d'entreprendre, la liberté d'initiative, parfois elle est castrée par la priorisation qu'on est conduit de faire. Et je trouve que c'est une des choses les plus difficiles et sur lesquelles on s'interroge régulièrement et où on n'a pas encore trouvé la solution, c'est comment on arrive à créer de l'initiative au sein d'un cadre collectif qui fait qu'on satisfait tout le monde dans ce modèle-là. Et j'avoue que je suis preneuse d'idées parce que c'est compliqué à gérer. Voilà. La manière de prioriser parmi toutes les bonnes idées, la manière de prioriser la frustration, on pourra l'accepter si la manière dont une idée est élue par rapport à une autre idée laissée, la manière dont c'est fait, oui, est respectueuse. Tout à fait. Voilà. Mais il faut le faire au moment où la personne n'a pas investi trop de temps pour se sentir frustré d'avoir travaillé pour rien. Donc c'est là où... Et honnêtement, enfin, on parle de l'entreprise libérée, et effectivement, je vous encourage à écouter Isaac Gates demain. Voilà, c'est dans ces modèles-là où on l'encourage chez Danone, l'esprit d'initiative, comment on gère la priorisation, et voilà. Oui, un point, c'est sur la liberté et le doute. Juste un point, moi c'est vrai que, et c'est notamment ce qu'on trouve dans les groupes, c'est le fait d'aller douter ensemble pour essayer de progresser. Moi, il y a un point, je parlais de la mesure tout à l'heure, il y a une variable que je suis depuis des années qui me désespère. C'est un item qui s'appelle « Les personnes sont traitées équitablement ». Sur ce truc-là, il y a une année, on a pris 4 sur 10. 4 sur 10, c'est pas beaucoup. Surtout pour quelqu'un qui est statisticien. Et on a essayé de comprendre, on a mis des groupes de travail dans la boîte, et on s'est rendu compte que c'était en fait le pendant de liberté qu'on accorde. Machin, il a le droit d'arriver à 10h parce que si, mais on ne sait pas que parce que son fils il a ci ou ça, n'empêche qu'il arrive à 10h. Ou dans la manière de gérer les RTT, il y a des RTT qui sont libres, alors il y a des managers qui acceptent que les libres, on les mette le week-end, et puis il y en a d'autres qui... Et tout est comme ça. Et c'est un côté qui est un peu désespérant. La personne qui est juste derrière vous, qui a une question, était là un jour où j'étais en train de lire mon enquête. On était à une université d'entreprises humaines ensemble. Et c'est un truc qui, de temps en temps, nous donne envie de rendre le tablier, parce que la liberté, d'un côté, elle génère la perception de frustration et d'injustice de l'autre. Et de toute façon, on ne pourra jamais régler tout d'un coup. Enfin, donc l'initiative et l'absence d'initiative, prioriser une initiative et voir tous les autres à côté qui disent « et pourquoi c'était pas la mienne ?» Je crois que c'est juste humain. C'est ça.
Il y avait une question au fond. Il y a Madame d'abord. Ah oui, c'est le nôtre. Oui, je voulais vous dire que les témoignages que vous apportez, c'est des témoignages formidables, donc ça rend très optimiste. En même temps, évidemment, vous avez été choisi parce que vous êtes des témoins formidables. Et que par ailleurs, on a par exemple les chiffres de l'absentéisme qui laissent à penser qu'en général, dans les entreprises aujourd'hui, c'est pas tout à fait aussi formidable. Donc ma question c'était comment est-ce que vous avez le sentiment que ça bouge? Est-ce que c'est plutôt mieux, plutôt moins bien? En quoi depuis 20 ans? Et qu'est-ce qui se passe en ce moment de particulier qui appelle quel type de réponse? Ou quelle question se pose de façon particulière ou quel besoin qui appellerait quel type de réponse en matière de management ou de relations sociales? Alors moi je vais répondre de façon très personnelle, comme Delphine Dupuis et peut-être pas comme forcément dans mes fonctions, mais je pense quand même on est arrivé dans un contexte économique qui atteint une certaine forme de limite. Donc j'étais pas là ce matin, mais j'ai cru comprendre qu'on appelait ça le début de la transformation. Donc oui, le monde économique change. Donc ça, c'est moi ce qui me rend optimiste et qui fait que je pense que ça tend l'obligation de changer. Et on voit quand même beaucoup d'initiatives positives qui apparaissent. Donc j'ai peur que le changement va se faire dans la douleur parce qu'effectivement, il va y avoir des cassures, il y a des modèles qui ne vont plus fonctionner. Enfin, quand on voit ce qui se passe avec BlackBerry, c'est quand même extrêmement surprenant. C'est d'une violence inouïe. Cette entreprise qui était au sommet de la gloire, tous les ados et tous les gens dans les entreprises se battaient pour avoir un BlackBerry. Du jour au lendemain, cette entreprise est à vendre. Enfin, sa valeur, c'est d'une violence extrême. Donc, il va y avoir des cassures, je pense, mais il y a aussi en parallèle plein d'initiatives positives. Plein de gens et de plus en plus de gens qui partagent des convictions humaines, que ce soit les jeunes, mais les moins jeunes aussi. Enfin, on a des témoignages et des initiatives, il y en a partout. Donc il y a, je pense, un réveil de la conscience que le progrès, l'argent, l'économie et tout ça, seul ne fonctionne plus et qu'on va devoir réinventer une nouvelle société. Voilà. Donc moi, je pense qu'on a un tournant. Voilà. Donc c'est très personnel ce que je vous dis, mais voilà, avec de l'optimisme et en même temps, voilà, je pense qu'il va y avoir malheureusement aussi des choses dures. Ouais. Moi, je suis complètement en phase avec Delphine sur ce point. Je crois qu'on est dans un moment. Edgar Morin il a écrit il y a quelques années un texte qui s'appelait L'éloge de la métamorphose, comme quoi on est vraiment à un moment où on est dans une réelle crise. L'élément qui change, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui en sont conscients. Et je voudrais juste conclure sur une parabole que j'aime beaucoup, qui est celle de Pierre Rabhi sur le colibri, où il y a le colibri qui est qui est au milieu d'un incendie et puis il y a tous les animaux qui sont autour du point d'eau, et puis il y a le colibri qui va prendre quelques gouttes d'eau et puis qui les balance sur l'incendie, puis il fait ça une dizaine de fois, puis au bout d'un moment il y a le tatou qui est à côté qui lui dit « Colibri, tu crois que tu vas éteindre l'incendie ?» Puis l'autre qui lui dit « Non, je fais ma part ». Et je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent la question de comment est-ce qu'on peut faire notre part. Et ça rejoint. Et je crois que ça change, et qu'il y a de plus en plus de gens dans nos entreprises qui se posent la question du sens et de comment est-ce qu'on pourrait faire notre part à l'intérieur de l'entreprise. Une autre idée qui est liée à ça, c'est le 21e siècle va produire énormément d'énergie pour réparer toutes les conneries qu'on a faites au 20e. Je crois qu'il faut qu'on se pose la question de comment dans nos entreprises on peut contribuer à réparer ces choses qu'on a pu faire très mal également nous-mêmes au 20e. Il y a une dernière question. Non, peut-être on prend une dernière question puis on va. C'est pas une question, mais c'est juste souligner un petit mot qu'a dit Georges Fontaine tout à l'heure, qui pour moi en tant que dirigeant, je fais aussi partie de l'association des entreprises humaines. Tous tes groupes qui sont là. Alain Grosse, vice-président en l'occurrence. Il y a un petit mot que tu as dit tout à l'heure qui est pour moi en tant que dirigeant hyper important, qui était un levier de motivation, d'implication des salariés, qui est le mot confiance. Parce qu'à partir du moment où tu fais confiance à tes salariés, tu es cohérent, tu es exemplaire,
c'est un espèce d'effet domino qui est génial. Voilà. Et donc, si on a confiance dans ses salariés, dans l'avenir, dans la métamorphose, dans le changement. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, le rôle du patron, et j'aime bien le mot patron, c'est de sécuriser et faire rêver. Il faut sécuriser les gens qui sont avec nous, parce qu'ils sont tellement secoués par toutes les conneries qu'on raconte sur BFM, les radios et compagnie, qu'ils pensent, même les fonctionnaires pensent qu'ils vont être au chômage. Il faut vraiment les sécuriser, et voilà, en même temps, il faut donner du rêve, c'est-à-dire en effet de l'espoir. C'est clair. Merci, je pense qu'on va clore le débat ici. Merci à tous. Merci à tous, et puis je pense qu'on repart tous avec un certain nombre d'idées pour faire notre part, comme disait Luc, chacun où nous sommes, et que c'est ça qui peut faire bouger les choses. Je vous incite tous à faire éventuellement le diagnostic social d'avenir. Il y a des petits docs là qui sont déposés pour ceux qui le souhaitent. Ah ouais, moi aussi. La sérénité heureuse. La sobriété. Non, la sobriété heureuse. Pour l'organisation, on s'occupe de retranscrire toutes les conférences sur le web pour les personnes qui viennent. Voilà. Est-ce que vous auriez chacun 5 minutes à peine à m'accorder pour que je fasse une petite interview vidéo?